Madame Sophie Pastor, est proclamée maire de la ville de Bitche et est immédiatement installée dans ses fonctions. Le moment est historique, Sophie Pastor devient la première femme maire de Bitche. Je veux aussi avoir une pensée particulière pour toutes ces femmes qui se sont engagées en politique, à Bitche et ailleurs, à une époque différente de la nôtre. Celles qui nous ont ouvert la voie, celles pour qui cela n'allait pas de soi, celles qui ont dû parfois convaincre davantage, prouver davantage. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elles. Grâce aussi aux électeurs et aux électrices de Bitche qui ont permis à la liste Une autre histoire, écrivons-la ensemble, de remporter les élections municipales dès le premier tour avec 53,55% des voix. À Bitche, comme d'ailleurs dans l'ensemble des communes de la CCPB, le moment électoral est désormais terminé. Je souhaite également m'adresser aux membres de l'opposition. Nous ne sommes plus en campagne. Je forme le souhait que nous puissions travailler ensemble dans un esprit constructif. Je serai ouverte au dialogue, avec un réel souci d'apaisement. Et j'espère qu'ensemble, nous ferons avancer Bitche au-delà de nos différences. Même si une protestation électorale a été déposée au tribunal administratif de Strasbourg, cela n'altère ni le bonheur ni la sérénité de la nouvelle maire de Bitche. On ne peut pas plaire à tout le monde et donc voilà, on l'accepte, on accueille et il n'y a pas de souci. Pour nous, il n'y a pas de problème. Outre l'élection du maire par les membres du nouveau conseil municipal avec 22 voix pour et 5 votes blancs, 8 adjoints ont également été désignés avec 21 votes pour et 6 bulletins blancs. Ces 8 adjoints sont Rémi Laurent, Laetitia Neu, Jean-Michel Allaire, Aline Gobert, Michel Cueillère, Vanessa Young, Jérôme Cagnière et Martine Allaire. Ensemble, avec nos talents et nos engagements, nous porterons Bitche vers de nouveaux horizons. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. L'histoire de Bitche, nous allons l'écrire ensemble. Avant d'appliquer les mesures présentes dans son programme électoral, la nouvelle majorité municipale souhaite réaliser un audit financier pour connaître l'état des comptes de la commune. Un temps nuageux et un fort courant, la compétition n'était pas facile pour les organisateurs et les compétiteurs. 76 canoëistes et kayakistes se sont rassemblés à Großbiederstorf pour un tournoi régional. Le club CK Val de Sarre a organisé un double sélectif régional slalom. Plusieurs associations sportives du Grand Est sont venues participer malgré les conditions climatiques. On a dû gérer en dernière minute surtout le niveau d'eau de départ, parce qu'au niveau de la digue, ça frottait un peu les bateaux, donc on a dû mettre un petit échafaudage pour pouvoir embarquer. Donc vu les conditions météo, c'est très difficile à juger parce que les portes bougent aussi avec le vent, tout. Mais on n'a pas annulé la course, c'est le principal. Une météo capricieuse, en plus d'un parcours difficile, c'était un véritable défi pour le jeune Adrian. Il est membre du CK Val de Sarre depuis plusieurs années. Je ne suis pas trop fière de moi parce que j'ai touché quelques portes, j'ai dû gratter quelques portes. Je suis débutant un peu dans ces régionales, alors c'est mieux de faire des fautes pour apprendre. La course est jalonnée de 15 à 25 portes. Le pagayeur doit descendre sur les portes vertes et remonter pour les portes rouges. S'il touche l'une d'entre elles, une pénalité de 2 secondes est appliquée. L'objectif pour les participants du slalom est de gagner un maximum de points dans ces compétitions régionales pour réussir ensuite à monter en niveau national. Ces images en noir et blanc ont été tournées il y a plus de 80 ans. Ce sont celles de la libération du pays de Bitche durant l'hiver 1944-1945. C'est par cette vidéo d'époque que débute cette rencontre avec ces 4 Américains. Tous sont les fils de vétérans ayant combattu ici il y a 81 ans. Après ces images, direction les lieux où se sont déroulés les combats. Au cœur de la forêt de Reyerswiller, une vingtaine de figurants venus de toute l'Europe recréent les scènes de l'époque. Uniformes, équipements, positions de combat, les moindres détails ont été pensés pour replonger les visiteurs dans l'histoire. Une reconstitution organisée par l'association Second Armored in Europe, spécialisée dans la mémoire des unités américaines ayant participé à la libération.
C'est très spécial pour nous, on est véritablement sur les lieux où beaucoup de choses se sont passées. On a l'opportunité, la chance d'avoir des historiens sur place, des locaux, qui nous racontent dans les détails tout ce qui s'est passé. On a des vidéos qui recréent exactement, qui nous remontrent à l'époque comment c'était, ce qui nous permet de recréer aussi les photos, les vidéos, comme à l'époque, en essayant d'être le plus fidèle possible à comment ça s'est passé. Pour renforcer le réalisme, certains reconstitueurs ont même passé la nuit dans un bunker. Pour les familles de vétérans présentes, l'émotion est palpable. Revenir sur les lieux où leurs pères ont combattu donne une dimension très personnelle à cette journée. Je suis vraiment fier que mon père ait fait partie de tout ça. Et je sens que quand je reviens ici, je redécouvre son héritage, mais aussi l'héritage des autres descendants de ce siècle, dont les pères se sont tous battus pour la même cause. Je suis présent ici pour rendre hommage à la 100e division d'infanterie et à tout ce qu'elle a accompli pour amener la liberté en France. Mais aussi parce que j'ai écrit un livre à ce sujet, intitulé « Les fils de Beach », qui retrace l'histoire de ce que la 100e division a accompli ici, dans la région. Il y avait des soldats qui n'ont jamais dépassé l'âge de 19 ans et qui ont donné leur vie pour des gens qu'ils n'auraient même jamais eu la chance de rencontrer. Il n'y a donc rien de plus captivant ni de plus fort que d'essayer de renouer avec l'esprit de ce que ces soldats ont apporté ici, en Europe. Tout au long du parcours, anciennes photographies à la main, chacun tente de retrouver les lieux exacts où elles avaient été prises il y a plus de 8 décennies. Entre passionnés d'histoire et descendants de soldats, les échanges sont nombreux. Un moment de partage, mais aussi de transmission. Car au-delà de la reconstitution, l'objectif reste le même, faire vivre cette mémoire et rappeler ce qu'il s'est passé ici pour que ces événements ne soient jamais oubliés. C'est le retour du feuilleton phare de Sarralbe. La cigogne Mélodie a pondu ses 2 premiers œufs cette semaine. Avec son compagnon Maurice, leurs moments de vie sont observés par de nombreux spectateurs. Certains viennent sur place pour les voir de plus près, et le monde entier peut suivre leur quotidien grâce à la webcam installée juste au-dessus de leur nid. Ces premières pontes ont lancé la 10e saison des aventures du couple le plus connu de Sarralbe. Quand on a mis ce projet-là en route il y a 10 ans avec la commune de Sarralbe, on ne pensait pas avoir un tel succès. Au départ, c'était prévu avec les écoles, puisqu'on a l'école primaire qui est juste à côté. On ne pensait pas que ça exploserait comme ça. Maintenant, Maurice et Mélodie, ce sont 2 prénoms sympas qui se retiennent bien. Et maintenant, elles sont connues sur la terre entière. Appareil photo à la main, Dominique Klein, alias Monsieur Cigogne, les observe chaque jour. Il alimente ensuite la page Facebook dédiée à Maurice et Mélodie, suivie par plus de 10 000 personnes. Il échange aussi régulièrement avec les gens de passage, comme Emmanuel, rencontré par hasard, qui suit les cigognes depuis 2 ans sur ses écrans. La fente de nez, c'est qui est la base du bec. Chez Maurice, elle est grande comme ça, la narine si vous voulez, et chez Mélodie, elle est grande comme ça. C'est très instructif, c'est enrichissant, c'est un moment de détente, et puis c'est une façon de mettre en valeur la faune de chez nous. Dominique Klein est un véritable passionné de ces oiseaux et est très impliqué dans la vie du couple qui devrait accueillir environ 6 œufs à compter d'un tous les 2 jours. D'habitude, les gens m'appellent pour me féliciter quand Mélodie a pondu. Je dis non, je suis Monsieur Cigogne, pas Papa Cigogne. Non, j'en fais toujours marrer. J'ai des félicitations, bravo, bravo. Non, c'est pas moi qui ai pondu, mais elles sont muettes. Mais par contre, elles font communiquer les gens. Et c'est ça vraiment qui me passionne. En plus de Maurice et Mélodie, 30 autres couples de cigognes se sont nichés cette année à Sarralbe. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, des nuages seront présents demain en matinée, mais le ciel va rapidement se dégager pour laisser place à un large soleil. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain nous fêtons les Léa et il fera jour de 6h30 à 18h47. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end.
Avec le retour du soleil, ce sont aussi les douceurs de Pâques qui s'invitent dans votre Intermarché. Préparez une chasseuse pleine de surprises avec nos délicieux œufs en chocolat pour le bonheur des petits comme des grands. Et pour le repas de Pâques, retrouvez aussi nos plus tendres morceaux d'agneau sélectionnés avec soin pour partager un moment gourmand en famille. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Votre pub sur cet écran. Entreprises, collectivités, associations, faites-vous connaître. Nous créons des spots publicitaires sur mesure. Allez à la rencontre de votre public, à la télévision, au cinéma, sur les réseaux et au Snow World d'Amnéville. Mosaïque Cristal Télévision, votre partenaire communication. Le cerf élaphe, le bison d'Europe ou encore le lynx boréal, des espèces rares parfois menacées. Entre la France et l'Allemagne, nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui agissent souvent dans l'ombre pour protéger la faune sauvage et prendre soin des animaux de notre quotidien. Une émission riche en découvertes autour du monde animal à découvrir cette semaine sur votre chaîne de télévision. Ce dimanche, dispositif spécial pour le second tour des élections municipales. 3 communes de l'arrondissement sont concernées, Sarreguemines, Neufgrange et Blisbruck. Les équipes de Mosaïque Cristal seront sur le terrain pour vous partager les résultats et les premières impressions des candidats. Un live Facebook sera mis en place depuis l'hôtel de ville de Sarreguemines pour nous permettre d'échanger directement avec vous. Rendez-vous le dimanche 22 mars dès 20h. Nous sommes devant le château de Ramstein à Bärental. C'est sans doute pas l'un des châteaux les plus connus du pays de Bitche, en bordure de l'Alsace. Monsieur Jean-Michel Rudroff, pourquoi cet intérêt pour ce château? Disons que j'ai porté mon intérêt sur les châteaux des Vosges du Nord il y a longtemps déjà, mais le Ramstein m'a particulièrement intéressé dans la mesure où il ne connaissait pas de plan. On ne savait pas, on n'avait jamais étudié exactement son organisation, son évolution. Et donc, c'est ce que j'ai entrepris avec l'aide d'un ami qui était professeur à l'époque de topographie à l'université de Kaiserslautern. Il n'y a pas eu beaucoup d'éditions sur ce château. Il me semble que vous venez d'écrire pour Château fort d'Alsace. Voilà. Disons, il y a quelques années, j'ai déjà écrit avec deux collègues allemands une notice sur Ramstein dans un ouvrage de 5 volumes qui s'appelle Feldschisses Lexikon, mais c'est naturellement en langue allemande. Et là, maintenant, on vient de publier une étude plus détaillée, avec des plans plus détaillés, dans la revue Château fort d'Alsace. Donc j'imagine que vous évoquez la partie historique du château. Moi, j'ai entendu dire que c'était les sires de Falkenstein qui ont construit le château au XIIIe siècle. Voilà. Oui, ce château, son histoire a fait l'objet de nombreuses confusions. La première a été faite par le pasteur Ihme, qui a écrit au début du XXe siècle, un ouvrage sur le Bärental et le Ramstein. Et là-dedans, il affirme en effet que le château a été construit par les Falkenstein. Et il argumente ceci en disant c'est le château le plus proche, occupé par une famille, qu'on l'on retrouve dans différents documents en compagnie de la famille de Ramstein. Et donc, il a supposé que le Ramstein avait été construit par les Falkenstein et confié à une famille qui a pris le nom de Ramstein, mais qui était vassale des Falkenstein. Par ailleurs, il croit, en plus, que les Falkenstein eux-mêmes ont construit le château en tant que fief de l'évêché de Strasbourg. Et là, encore une fois, nouvelle confusion, parce que ce n'est qu'au XVe siècle, donc 300 ans après sa construction, qu'une moitié du château est passée à l'évêché de Strasbourg.
Mais je ne vais pas défendre le pasteur Ime de Bärenthal, mais qu'est-ce qui vous permet de rétorquer? Vous avez trouvé une nouvelle documentation? Ce n'est pas moi qui ai trouvé, c'est un ami qui est le spécialiste numéro 1 des châteaux forts en Alsace, Bernhard Petz, qui a trouvé à Spire des documents, un manuscrit de Frey. Et dans ce manuscrit, il y a un document qui dit, qui mentionne l'existence en 1254 d'un Theodorich genannt Zidelarius von Ramstein. C'est la première fois qu'apparaît le nom de Ramstein. Donc le château existe en 1254. Puisqu'on est dans la partie historique, ce château dont on ne voit que peu de ruines, il a été détruit quand? Alors ce château a été détruit en 1335. Déjà. C'est-à-dire qu'il a existé probablement même pas un siècle. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a des choses à voir et on peut voir des évolutions. Il y a certainement une, si ce n'est deux, phases de transformation faites dans l'espace de 100 ans. Bon, alors je vous invite à découvrir justement ce château. J'imagine que là on vient de grimper cette petite côte depuis le village et on arrive devant ce grand rocher, mais loin de moi de trouver trace du château ici. Voilà, déjà, le château commence avec l'accès quand même. Oui. Mais l'accès que nous avons ici, que tout le monde connaît, tous les visiteurs empruntent aujourd'hui, n'est pas l'accès d'origine. L'accès d'origine, on le trouve environ 5 mètres plus loin. Ah ben je propose qu'on s'y rende. Voilà. Nous sommes ici devant l'entrée d'origine. L'entrée d'origine, que l'on découvre par deux témoins. Il y a d'abord cette saignée en biais sur laquelle reposait certainement une toiture. Et puis plus haut, on voit que donc, profitant d'une fissure, d'une faille dans le rocher, on a taillé un accès. On voit très bien les parois taillées au pic à la verticale. Alors le problème aujourd'hui, c'est que tout ça est recouvert de terre et de branchages, mais on devrait normalement trouver en dessous un escalier taillé dans le rocher. Donc on accédait à la partie supérieure où se trouvait le château. Et on arrivait donc en haut, au sommet du rocher, oui. Bien que je vois ici l'entrée de cette porte, il y avait des aménagements le long de ce rocher qui me paraît assez imposant. Oui. En général, le château se caractérise par le fait qu'il y a des constructions un peu partout. Il y a au moins une douzaine de constructions en bas, au pied du rocher, construites contre le rocher, et il y en a pratiquement autant sur le sommet. Ce qui fait penser, se pose la question de savoir comment cette famille de Winstein, ensuite la branche s'est appelée Ramstein, comment cette famille, qui était quand même une famille assez modeste, a eu besoin d'avoir pratiquement 25 bâtiments dans son château. Avec un rocher assez imposant. Construit sur le rocher ou profitant de l'appui du rocher aussi, la sécurité du rocher. Ce qui ne m'explique pas, ça servait à quoi ici? Alors, en bordure de tout rocher. ce qui est en bas, c'était tout ce qui était plus ou moins économique, dépendance. Et là, on a une pièce une troglodytique dont on peut remarquer qu'elle est entièrement... Il y a la porte, il n'y a pas de fenêtre. Oui, un beau travail. C'est-à-dire qu'une fois que la porte est fermée, il fait noir comme tout. Bien sûr. Donc, ça pose une question. En plus, c'est une porte qui se verrouille de l'intérieur. Ah. Oui, oui. Et donc, en fait, à un endroit, on voit également qu'il y a une attache pour une bête. Donc, je suppose que là était attachée une bête et que la porte qui dit donner accès à cette pièce était, comme certaines autres fermes, une porte avec 2 battants. C'est une partie intérieure pleine et une partie en haut qu'on pouvait ouvrir et fermer. Et c'est par là qu'on devait passer la main pour verrouiller la porte et laisser entrer la lumière pour l'animal. Ah oui, on voit le travail de l'archéologue avec des déductions. On fait également des comparaisons avec d'autres sites ailleurs. Bien sûr. Et donc là, moi, j'envisage que ce soit un âne qui a été ici. D'abord parce que c'est très bas de plafond et que ce n'était pas pour un cheval. C'était un peu trop, par contre, et puis une attache pour une chèvre, je ne sais pas pourquoi on aurait vu une chèvre là-dedans. Donc je pense que c'était peut-être un âne qui venait chercher, qui était utilisé pour chercher l'eau dans la rivière, pour avoir de l'eau bien fraîche et non pas de l'eau de citerne qui était quand même... pas très agréable au goût sans doute. Mais
Est-ce qu'il y a d'autres aménagements encore le long Alors, tout le long, du rocher? tout le long. Oui, là, on a une succession en effet de 6 trous de boulins qui correspondent certainement à l'emplacement où ont été insérées des poutres qui couvraient le niveau inférieur. Donc en fait, il faut imaginer que là actuellement on est plus haut et que sous nos pieds, il y a pratiquement 2 mètres de remblai. Ah oui, Donc bien là, sûr. vous avez une séparation entre rez-de-chaussée et étage. Et ensuite, là-haut, on voit une sorte de rainure aussi, qui est notamment, avec le temps, la nature a attaqué cette rainure et elle n'a plus une forme tout à fait régulière. Mais on peut supposer que ça correspond à l'emplacement où se raccordait le toit. Mais pour quel type de logement ou Voilà, de remise? c'est des remises, c'est éventuellement, ça peut servir de grange, ça peut servir à différentes raisons, choses économiques, hein. C'est sûr que ce n'est pas une habitation. Bah là, effectivement, on a encore d'autres éléments, d'autres traces. Oui, donc ça correspond toujours au même bâtiment ou à la succession de bâtiments accolés les uns aux autres, qui donc permettaient de mettre des choses utilitaires, si on peut dire. La question que je me pose même, c'est que ce château a été construit par la famille de Wittgenstein, Oui. probablement, ou en tout cas a permis de peupler la vallée. Je suppose que lorsqu'on a construit le château, la vallée était relativement peu peuplée et le château a donc permis de peupler, de faire venir des colons. Et la question qui pourrait se poser, comme le village de Bérenthal lui-même n'apparaît qu'en 1316, donc un peu plus tard, peut-être qu'à l'origine, les premiers colons se sont installés là, directement contre le château, et n'ont construit leur maison que plus tard au bord de la Zinsel. C'est une théorie qui se tient. C'est une J'imagine théorie. que c'est le même cas pour le Waldeck ou d'autres châteaux de toute façon. Beaucoup de châteaux ont servi à cela. Les Allemands d'ailleurs, ils ont un nom pour ça. Ils parlent de Rodungsburg, des châteaux d'essartage. Oui, avec les constructions, les aménagements, Voilà. donc il faut Construction des... château, puis ensuite on coupe la forêt, on met des prés, des champs si le terrain le permet, etc. et des habitations. Donc là, j'imagine qu'on arrive au bout du château, là. Il y a des marques de porte, non? Alors, enfin, en réalité, actuellement, on est pratiquement au milieu du château. Ah oui, C'est-à-dire seulement. que tout ce qu'on a vu n'est qu'une partie de l'ensemble de l'arête rocheuse, qui faisait 265 mètres de long, c'est-à-dire c'est le plus long rocher portant un château des Vosges. Je ne dirais pas d'Alsace, puisqu'on est en Moselle. Beau record. Le record en Alsace, c'est Girbaden au Königsbourg, mais eux, ils ne font que 240 mètres environ. Et là, on a 25 mètres de plus. Ah bah, donc ma vision est erronée, parce que là, j'ai l'impression que c'est une entrée. Alors là, vous avez un double système de portes. Vous avez en effet une porte, une entrée, mais sur un axe de circulation le long de la paroi. Donc on entre dans une pièce, avec la porte qu'on pouvait donc bloquer. Et puis ensuite, vous avez une deuxième porte qui permet d'accéder sur ce ressaut. Alors sur ce ressaut, on peut voir à nouveau des trous de boulins et l'emplacement des solins toitures. Donc il y a des bâtiments ici. Et comme il y a des attaches pour bêtes, là aussi, c'est peut-être quelque chose qui servait en partie d'écurie. Mais si on voulait accéder à l'étage supérieur, on passait par toutes ces portes ou il y avait un autre chemin d'accès? Non, ça c'était uniquement le bas château, tout ce qui était, je disais, économique, qui servait à l'entretien du château, à faire fonctionner le château, etc. Les habitations des seigneurs, c'est en haut, et donc c'est les deux accès qu'on a vu précédemment. Et également une possibilité à l'autre extrémité de ce rocher. Parce que là, on est au niveau du rocher, disons, l'arête rocheuse est divisée en fait en 5 parties, par des failles, souvent des failles qui ont été retravaillées par l'homme, mais vous avez en fait 5 rochers. Et là, on est au pied du rocher du milieu.
l'escalier d'origine, qu'on a vu d'en bas. Ah oui, il arrivait là. Il était là, il devait arriver par là. J'imagine que là, c'est l'entrée de la partie supérieure. C'est un passage. Il n'y a pas de trace de porte. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ça. Ça. Ah, oui. Ça, c'est des Wolfslöcher. Trous de louve. Trous de louve, c'est un système qui permet à monter les blocs qui est typiquement roman. Ça appartient au premier château. Ah, très bien, oui, on peut déterminer voilà. la date à partir de ça. C'est quelque chose, c'est un système qu'on a pratiquement abandonné à partir du milieu du XIIIe siècle. Or, le château apparaît juste à ce moment-là, donc ça c'est... Puisqu'on parle de la construction, pourquoi construire ces châteaux ici? Pourquoi construire au XIIIe siècle un château ici, en pleine forêt? Alors ça c'est... Est-ce qu'il y avait une raison politique? Je n'en sais rien, c'est pas impossible. Il ne faut pas oublier que nous sommes là à la frontière entre Alsace et Lorraine. Et qu'à partir de... Juste après Bérenthal, à partir de ce qu'on appelle le Schmalental, vous passez du duché de Lorraine. Oui. Donc le château peut avoir été construit pour ça. D'autant plus que comme le château a été construit au milieu du XIIIe siècle, c'est donc au moment de ce qu'on appelle le Grand Interrègne, c'est quand même l'époque où il y a eu des conflits entre les Staufen, donc, qui avaient l'Empire, et leurs adversaires, et parmi ces adversaires, il y avait du Lorraine. Donc, mais je n'irai pas à prétendre que c'est un château qui servait à bloquer le duc de Lorraine, mais ça peut. Au moins défensif. Ça peut être ça, voilà. Et j'imagine qu'on va accéder maintenant à l'étage supérieur. Il y a des éléments d'architecture Alors les éléments d'architecture, malheureusement, il n'y a pas de porte. Ni de donjon, je l'ai bien compris. Voilà, il n'y a pas de porte. Il y a juste ce grand pan de mur que l'on voit là, qui a une forme d'éclairage de type ogival, en arc gothique. Et ce sont surtout les pierres à bosse, les pierres qui forment le mur, qui sont typiques de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Donc ça n'appartient pas au château d'origine. Très bien, on va pouvoir aller voir sur place. Là, on voit, il y a un gros travail d'excavation. Voilà. Donc là, on se trouve dans la partie terminale de l'accès primitif du premier château, avec donc un coude qui fait que le chemin va partir perpendiculairement à l'axe du rocher, et il monte par ici par 13 marches, qui sont en fait que 12, puisque celle-ci, c'est une marche en béton qui a été aménagée au XXe siècle. Il n'y avait pas de marche ici, il fallait bien qu'il y ait un espace pour que le ventail puisse se pivoter. Donc là, il y avait une partie qui était plane sur la largeur de 2 marches. C'est la dernière porte ici avant l'accès supérieur? C'est la dernière porte avant l'accès supérieur. Donc ça y est, on accède au bout de ce long escalier sur cette salle de réception peut-être? Non, c'est une salle qui était une cave, simplement une cave, mais qui était le passage obligé pour pouvoir monter plus haut sur le sommet du rocher. Et après, on accède, on reprend les escaliers. Après, il y a un nouvel petit escalier et on arrive, on marche, on passe au-dessus. Enfin, on y va. Voilà. Ils obligent à passer à certains endroits et tout le reste est occulté. Oui. Et donc là, il n'y avait que par la trace d'une porte, etc. Tout ça, ça ne se voit plus. Ouais, ils ont fait le choix de la sécurité. C'est le choix, notamment. C'est le choix de la sécurité. Ben, nous voici enfin arrivés au sommet avec cette superbe vue sur Bérenthal, sur la vallée, sur les forêts environnantes et aussi sur ce mur encore assez imposant. Voilà, c'est un mur qui fait quand même encore, vu de l'extérieur, une quinzaine de mètres de hauteur. Et en fait, c'est un mur qui allait jusque là-bas, jusqu'à l'extrémité du rocher, mais qui s'est pratiquement entièrement effondré. Il reste quelques traces de mur au bord du rocher. Il reste surtout ce grand pan de mur qui a d'ailleurs été consolidé il n'y a pas trop longtemps. Vous voyez toutes les pierres lisses
sont des pierres modernes qui ont été remontées ici pour sauvegarder cette partie-là du château. Alors ce qu'on peut voir du sommet, c'est qu'il y a plusieurs, il y avait en fait ici des fenêtres, des niches. J'ai aussi cette impression que maintenant qu'on est au sommet, que c'est assez étroit en haut, mais comment il pouvait y avoir un logis digne d'un seigneur ici? Voilà, c'est ça. Le mur était ici, hein. Il y a le bout de mur, donc vous avez quand même une largeur de plusieurs mètres, et il était surtout très long. Donc là, il n'y a pas de problème pour ce logis seigneurial, était très certainement ici. Il y a des traces en hauteur qu'on peut... Non. Ce qu'on peut bien voir, c'est du pied du rocher. On peut voir un petit peu la continuité du mur. Mais on ne voit plus d'éléments importants, hein, à part ça. Souvent, les auteurs prétendent que ça, c'est les restes du donjon. Alors ça, c'est pas possible. Hein, vous avez une succession, vous avez une fente de lumière en bas, vous avez l'emplacement de 2 ou 3 ouvertures de fenêtres ici, avant d'arriver au niveau supérieur. Un donjon n'avait pas autant de fenêtres. Donc là, c'est un logis seigneurial. Par contre, le donjon, je n'exclus pas la présence d'un donjon, on y est peut-être. Vous voyez, le rocher est taillé, il y a des parties qui ont l'air plus ou moins de former un carré. Vous avez ici un parement intérieur. Il est possible qu'ici, en effet, il y ait eu à l'origine un donjon, mais... avoir beaucoup insisté pour le voir, ça y est, on l'a trouvé. Mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas que le donjon. Je vois qu'il y a beaucoup de végétation. Voilà. On peut progresser. On peut progresser. Le problème, un petit peu, avec le développement de la végétation, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont plus visibles et qui l'étaient beaucoup plus il y a 10 ou 20 ans. Par contre, ce que l'on sait, c'est que tout ça, c'était bâti. Il y avait des bâtiments qui se succédaient les uns aux autres, donc des bâtiments qui servaient naturellement d'habitation, mais également pour ranger les armes, pour ranger éventuellement certains aliments sensibles. C'était une partie, quand même, la partie supérieure était la partie noble, si on peut dire, du château. Donc, on voit ici les éléments de sécurité assez imposants. Je propose qu'on rejoigne à présent le maire de Bärental qui va l'évoquer. À travers cette visite, on s'aperçoit que ce château a une véritable histoire. Monsieur le maire de Bärental, comment êtes-vous engagé dans la commune pour la préservation de ce patrimoine? En fait, nous sommes engagés dans la commune, quand je dis nous, c'est 3 conseils municipaux successifs, en fait, puisque en 2008, nous avons signé un bail amphithéotique avec l'État et l'ONF qui nous rend propriétaire de ce bien pendant 18 ans. Ça va se terminer en 2026. Il y a des discussions qui vont devoir se faire pour la prolongation. Mais la contrepartie, c'était la mise en sécurité de tous les éléments qui permettent de nouveau la visite et la réouverture. Et c'est grâce à ce bail amphithéotique et aux travaux qui ont été réalisés qu'aujourd'hui, on peut de nouveau visiter ce magnifique château, ces magnifiques ruines, et qui datent maintenant depuis presque 10 siècles en fait. Et quand on parle de mise en sécurité, vous avez un exemple? En fait, c'était les abords, c'est l'accessibilité? Essentiellement l'accessibilité, beaucoup de ferronnerie pour éviter que les gens tombent d'une part. La maçonnerie, parce que des pierres aussi pouvaient se détacher, de la dévégétalisation. Et puis il y a une partie un petit peu de communication qui a été faite pour que les gens puissent bien s'inspirer de nouveau de l'histoire de ce magnifique site. Des projets d'avenir? Pour le moment, les projets d'avenir, c'est de pouvoir conserver la maîtrise de ce rocher et de pouvoir peut-être y faire des manifestations, etc., des visites. On a un éco-compteur qui détermine le nombre de visites par an. On n'est pas loin de 6000 visiteurs, ce qui est quand même important. Et ça fait partie de l'ensemble des châteaux du Pays de Bitche, puisqu'il y a également le Falkenstein et le Waldeck qui ont été sécurisés dans les mêmes situations. Et puis il y a l'Arnsburg qui reste un sujet, parce que là, la sécurisation, malheureusement, n'a pas encore été faite. Voilà, nous vous invitons tous à découvrir ce château et bien d'autres dans le Pays de Bitche et ce beau village de Bärental.